a été effectivement parmi les premiers de tester la semaine en 4 jours. Puis là, on vient de réouvrir une campagne d'adhésion à la semaine en 4 jours. Si j'attends de couvrir tous les retards identifiés, diagnostiqués par la direction générale avant d'entamer des innovations sociales, je vais mettre 5 ans. Je ne crois pas du tout à l'efficacité du full remote, sauf pour des boîtes qui sont nativement virtuelles. À l'échelle de 3500, toi, t'y crois pas? Pas du tout. Il faut que les DRH qui nous écoutent obtiennent un tout petit peu de moyens. Beaucoup de DRH disent il m'est absolument impossible de sortir le nez du guidon compte tenu du nombre d'injonctions auxquelles je suis confronté au quotidien. En monnaie sonnante et trébuchante, la fonction RH n'est qu'un centre de coût pour l'entreprise. Bienvenue sur Dimension RH, c'est votre nouveau podcast dédié aux leaders RH actuels ou futurs qui veulent faire rentrer la fonction RH dans une nouvelle dimension. Et c'est pour vous aider dans vos projets et vos enjeux que nous invitons des explorateurs et des exploratrices du monde de l'entreprise à venir partager leur parcours de vie ainsi que leurs meilleures pratiques du monde RH. Bienvenue sur le podcast encore une fois et bonne écoute. Jérôme, on est hyper content de t'avoir aujourd'hui au micro de Dimension RH, le podcast de Thinkaigo. Alors Jérôme, toi aujourd'hui tu es DRH, directeur des ressources humaines de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, CNAV pour les intimes, depuis 2014. Et l'assurance retraite maintenant en nom de marque. Donc voilà, je suis directeur des relations humaines et de la transformation. Je tiens beaucoup à l'appellation. Exact. Et tu as eu une casquette de transformation que tu as eue en 2018. On en reparlera. Moi je t'ai connu parce que tu postes sur LinkedIn sur les innovations que tu mènes au sein de la CNAV. Et il y en a une qui m'a interpellé, dont on va reparler aussi un peu plus tard, qui est l'implémentation de la semaine de 4 jours dans le secteur public. La semaine en 4 jours. Nuance importante. Ok. Et ben voilà, on y reviendra tout à l'heure. Du coup, sujet que j'aimerais bien qu'on couvre ensemble aujourd'hui. Ton parcours, comprendre ta vie, ton œuvre, ton histoire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es arrivé depuis 10 ans à ce rôle de DRH de la CNAV? Ta casquette de transformation, parce que le sujet de transformation RH est pas toujours très palpable, assez abstrait même. Qu'est-ce que concrètement tu mets derrière? Comment ça se matérialise au quotidien? Ta vision en tant que DRH après 10 ans que tu occupes ce poste, comment est-ce que tu vois ce rôle évoluer à l'avenir? Et on se laissera aussi porter, ça reste une conversation par là où tu nous emmèneras. Voilà un peu le programme du jour, Jérôme. Peut-être pour commencer, première question pour toi, est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, donc je m'appelle Jérôme Friteau, je suis directeur des relations humaines et de la transformation donc de l'assurance retraite Caisse nationale, donc un établissement public de 3500 salariés. Et puis j'ai eu une petite appellation de DRH Group, si on peut dire. Donc j'ai le plaisir et l'honneur d'animer un réseau de DRH, de 15 DRH sur nos entités régionales, les CARSAT. Pour le coup, donc je cumule les deux casquettes, un peu en hybride entre un DRH opérationnel et un DRH groupe. Je suis également enseignant à Sciences Po, un semestre par an. J'accompagne des étudiants en Master 2 qui font leur alternance à l'école des affaires publiques. Dans différents écosystèmes professionnels. Je les aide à décrypter le monde dans lequel ils atterrissent en fin d'études. Et puis, c'est un enseignement à coloration managériale. Okay. Enseignement managérial que aussi j'ai le plaisir d'assurer de temps en temps à l'EN3S, donc une école de formation des cadres dirigeants de la protection sociale dont je suis issu. Donc école que j'ai faite un peu après mes études, qui étaient des études juridiques au départ, et puis que j'ai faite à un moment donné en faisant une parenthèse pour accéder à des postes de dirigeants. Voilà, en quelques mots. Ok. Belle présentation. Ok. Et justement, par rapport à cette présentation, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Pourquoi juste pour remettre dans le contexte, pourquoi ça nous semble important, c'est que ce podcast il est aussi destiné aux leaders RH actuels, mais aussi aux futurs. Et des gens qui ont envie de se destiner, s'ils disent en fait le poste de DRH ça m'intéresse, et du coup on est curieux de savoir quelles ont été les différentes étapes pour que tu arrives à ce poste-là. Alors moi je suis pas RH je
suis pas natif RH. J'ai donc fait des études juridiques. C'est généralement quand même une assise en matière de connaissances qui est pas inutile quand on fait des RH à un moment donné. Mais j'ai commencé comme juriste, puis chef de projet, puis manager. Donc j'ai fait l'école de formation des cadres dirigeants qui embarque évidemment des sujets de droit du travail, de management, etc. Je m'identifie plutôt comme un manager historiquement parce que très vite j'ai eu à manager des grosses équipes. Ça fait, on va dire, une quinzaine d'années que je manage des grosses équipes. Et quand je dis grosses équipes, ça a été plusieurs centaines à différents endroits et toujours dans le milieu de la protection sociale. Jusqu'à la CNAV, donc maintenant on dit Caisse nationale de l'assurance retraite, où j'ai eu à manager des équipes cœur de métier, donc les agences retraite. J'avais la responsabilité de Paris et de la Seine-Saint-Denis, donc 400 collaborateurs, multi-sites, et déjà un premier gros projet de maillage territorial, fusion d'agences, retravail sur les questions de périmètre d'activité, etc. La présidence d'un CHSCT à l'époque, on disait comme ça. Donc CHSCT, c'est le comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail. C'était avant réforme, donc avant 2019. Et donc je présidais aussi une délégation du personnel. Donc j'avais déjà une dimension de dialogue social dans mes responsabilités en Seine-Saint-Denis en particulier. Et puis petit à petit, finalement, je me suis rendu compte que je faisais déjà beaucoup de RH, que ce soit en matière de recrutement, en matière de formation, en matière de dialogue social au quotidien. Et le poste de DRH de la CNAV s'étant libéré, j'ai eu un échange avec le directeur général de l'époque qui m'a proposé d'être candidat. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Voilà. Donc c'est lui qui est venu te voir pour dire il y a un process en cours, postule. J'étais déjà intéressé, j'ai fait savoir que j'étais intéressé, mais c'est effectivement une proposition qui m'a faite, sachant que je m'intéressais déjà pas mal au sujet. C'est arrivé un peu naturellement, mais je suis pas un pur produit RH qui a fait une école de RH ou une formation spécifique en RH. Et je suis curieux, quand tu as commencé donc dans tes premières années, c'était quoi le parcours idéal que tu cherchais? Est-ce que tu avais une vision professionnelle ou en fait tu te laissais porter au jour le jour entre guillemets ou par rapport au rôle que tu avais, ou tu avais une ambition J'ai jamais eu vraiment de vision, moi. Ça va peut-être me venir en vieillissant, hein, mais la vision professionnelle, non, j'ai jamais eu. Pour tout vous dire, objectif, tu disais pas, j'aimerais. J'ai commencé des études de droit avec l'ambition d'être commissaire de police. Ah, c'est marrant. Okay. J'avais fait d'ailleurs, un petit passage dans la BAC de nuit. J'avais passé une nuit avec un commissaire divisionnaire. Ça m'avait effrayé littéralement. À la BAC de nuit de Paris, à griller les feux rouges et rencontrer quand même pas que du beau monde parisien. Mais c'est pas ça qui m'a vraiment dissuadé, mais on va dire que les détours de mon parcours, de mon réseau, etc. m'ont amené dans le milieu de la protection sociale, et puis je me suis un peu détourné de ce concours qui est d'ailleurs très difficile au passage. Le concours de commissaire de police est pas évident. J'avais commencé aussi une prépa pour le barreau, et puis j'ai fait ni l'un ni l'autre, et j'ai très vite pénétré le monde de l'entreprise et de la protection sociale avec une première expérience de juriste beaucoup plus protégée que la BAC de nuit en tout cas. Okay. Est-ce que tu as eu des faits marquants, des moments un peu pro où tu t'es dit ok là soit j'ai fait une rencontre extraordinaire, soit j'ai appris quelque chose de particulier qui a un peu changé la course de ton parcours Oui, un parcours professionnel, c'est jalonné de rencontres, et c'est surtout les rencontres qui à un moment donné aiguisent l'appétit. Et c'est vrai que j'ai eu cette rencontre d'un commissaire divisionnaire qui m'avait quand même fait découvrir son monde de la police. Et franchement, je lui en suis encore reconnaissant aujourd'hui parce que c'était vraiment intéressant. Mais je dirais que sur mes premières expériences, j'avais fait un stage dans un cabinet d'avocats qui m'a dissuadé plutôt d'être avocat. C'était dans le monde des avocats d'affaires, et je me suis rendu compte finalement d'une pratique qui était beaucoup plus technique que j'imaginais, beaucoup plus théorique que j'imaginais aussi,
et qui m'attirait finalement assez peu. Et puis ce monde de la protection sociale où j'ai très vite eu des figures inspirantes qui m'ont donné envie, alors très vite, de quitter le monde juridique, parce que c'était peut-être pas un monde qui était complètement fait pour moi. Être plongé dans un code rouge d'Alloz toute la journée, c'était quand même moyennement mon truc. Et très vite, j'ai eu des leaders inspirants qui m'ont donné envie, notamment de m'intéresser aux carrières de cadres dirigeants et de management au sein de la protection sociale. Et puis petit à petit, la fonction RH est arrivée, mais parce que je touchais du doigt déjà un certain nombre de palettes de compétences qui donnaient envie d'aller voir plus loin. Ok, je vois. Non, très clair. Curieux d'en savoir un peu plus sur ton rôle de DRH à la CNAV. Ouais, t'as pris tes fonctions du coup il y a 10 ans. 2014, exactement. Déjà, la quille, comme on dit. C'était quoi quand t'es arrivé il y a 10 ans? C'était quoi tes priorités, le contexte dans lequel t'as atterri? Il y a 10 ans, la CNAV était un établissement public très différent de ce qu'il est devenu, même si il y a des éléments de culture qui sont vraiment ancrés dans son ADN, mais c'était une organisation qui à la fois était solide sur ses fondamentaux. C'est quand même la CNAV, pour rappeler à vos auditeurs, c'est quand même le premier opérateur de la retraite en France. C'est l'opérateur de la retraite du régime général, donc la retraite de base des salariés du privé, donc c'est pas rien, et des travailleurs indépendants maintenant. Et puis d'autres petites populations, on va dire un peu plus négligeables et encore. Donc une grosse machine qui quand même a traversé les époques et n'a jamais failli dans sa mission, alors même que c'est une mission d'importance, que ce soit dans la constitution finalement du gigantesque réservoir de données des Français pour le calcul de leurs droits à la retraite. Et en même temps, un opérateur reconnu sur la sphère sociale, justement en matière de data et de mise à disposition de systèmes d'information qui vont alimenter beaucoup d'opérateurs de la sphère sociale. Et en même temps, c'était une organisation qui avait aussi ces éléments caricaturaux tels que vous devez vous les représenter. On n'oserait pas. Je n'en doute pas. On n'oserait pas. Mais dis-nous tout. Ouais. C'est-à-dire évidemment une organisation qui, alors déjà le service public a toujours un peu mauvaise image, parfois et très souvent d'ailleurs largement à tort, en matière de dimension poussiéreuse, donc de modernité qui est pas vraiment au rendez-vous, d'attractivité, d'inertie, de lenteur, etc. Évidemment, comme toutes les grosses organisations, et donc 3500 salariés, c'est pas rien déjà, et 14 000 à l'échelle France, ça commence à devenir un sujet important. Une activité qui est normée par le législateur, on décide pas nous-mêmes des droits qu'on accorde aux citoyens français, donc vous imaginez bien qu'on est régi par beaucoup de règles, et donc quand on a une culture de la règle, on a une culture managériale qui est quand même fondée sur la norme, sur les process, sur... Et effectivement, c'est le principe même de ces organisations de services publics. Elles traversent les époques, et puis parfois l'agilité, comme on dit, n'est pas complètement au rendez-vous, en tout cas pas tout de suite. Et c'est vrai que en 2014, on avait un dialogue social qui était parfois, alors qui était souvent exigeant, parfois difficile. On avait parfois du mal à transformer, à engager des réorganisations d'ampleur. Et puis, c'était les DRH, enfin l'équipe RH qui... Non, toute l'équipe de direction, l'équipe managériale, qui est quand même très très volumétrique, hein, mais c'est vrai qu'on était régi par, on avait le poids de l'historique qui était quand même très très présent. En matière RH, on avait quelques pratiques un peu qui paraissent un peu
absurde aujourd'hui. Les gens signalaient leurs horaires sur des feuilles de papier. On avait comme ça, on n'avait pas de règlement intérieur. On avait des déficits, on va dire, qui étaient relativement importants. Et donc, quand j'arrive, pour répondre à votre question, mon enjeu, c'est rattraper certains retards sans focaliser mon attention là-dessus en disant si j'attends de couvrir tous les retards identifiés, diagnostiqués par la direction générale, par l'équipe de direction, avant d'entamer potentiellement des choses qui peuvent être de nature à être considérées comme des innovations sociales, je vais mettre 5 ans. Okay. Et donc, en plus, je vais pas beaucoup m'amuser à bâtir toute une série de systèmes qui vont déjà sécuriser les fondamentaux. Donc, on a essayé, avec mon équipe, de trouver un juste milieu entre des missions qui allaient un peu sécuriser l'image et puis la solidité de cette fonction RH, et en même temps engager tout de suite des transformations un peu importantes. C'est pour ça que, par exemple, la première négociation que j'ai eu à conduire dans mes fonctions de DRH, à l'époque, en 2014, c'était le télétravail. Okay. Télétravail en 2014, même dans le privé, il n'y en avait pas beaucoup. Pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Ça faisait partie des sujets innovants que tu as voulu porter. Et ça venait d'où? Alors jamais tout seul, c'est jamais un DRH, il porte rarement tout à bout de bras tout seul. Déjà, il lui faut la confiance d'une direction générale, voire même un sponsoring assez important. Et puis, évidemment, il faut avoir l'équipe qui va bien, qui a envie de pousser aussi ces sujets-là et de s'embarquer. Une équipe de direction aussi qui soit largement partenaire à ce type de négociation. Puis après, il faut embarquer un collectif plus large. Je ne vous cache pas que le télétravail en 2014 avait quand même, notamment dans l'image managériale, une image un peu, en tout cas, incité à la méfiance. On va le dire comme ça. Et c'est venu d'où l'idée du télétravail en 2014? C'était de ta part, de votre part, de la part des salariés, de la part d'une... Non, c'était vraiment une idée direction. Idée direction, on est quand même dans un territoire qui est l'Île-de-France, qui est un territoire difficile et qui l'est d'ailleurs de plus en plus, c'est-à-dire que on a quand même une crise du logement, on a des salariés qui, en tout cas à la CNAV, ne sont pas tous excellemment rémunérés, donc qui s'éloignent de plus en plus de leur lieu de travail, qui ont des temps de transport extrêmement significatifs, et dès lors qu'on s'embarquait quand même dans un renouvellement générationnel important, après une stabilité qui avait duré, parce qu'on fidélise beaucoup dans nos organisations, il fallait que on arrive à aussi séduire une nouvelle génération de collaborateurs, de collaboratrices, parce que on est sur une population très féminisée, pour que on commence à travailler une marque employeur qui soit dans la compatibilité des différentes vies, la vie professionnelle, la vie familiale, parce qu'on peut pas tout miser sur les salaires dans nos environnements. Donc dès lors qu'on peut pas tout miser sur les salaires, il faut très vite commencer à réfléchir à un package qui soit plus large que les questions de rémunération. Et comment tu as réussi à amener ces types de changements de fond, comme le télétravail, dans le contexte du service public, où tu parlais d'une très forte inertie quand tu es arrivé? Alors, nous, on a été clairement dans les premiers, en tout cas dans le service public de la sécurité sociale, qui est mon écosystème le plus proche, même si on a très vite été rattrapé, y compris par notre fédération d'employeurs qui a négocié un accord cadre qui est sorti tout de suite après le nôtre. Donc on n'était pas trop en avance, parce que parfois il faut pas être trop en avance pour ne pas heurter les sensibilités. Mais on était effectivement parmi les tout premiers. Et puis surtout, on y est allé de manière très prudente. C'est-à-dire qu'on a fait du télétravail façon service public, c'est-à-dire de manière très sécurisée, avec des vagues de déploiement, avec au départ, ça va vous sembler
de la préhistoire, mais en 2014, le télétravail était associé à de la livraison de mobilier à domicile, parce que les organisations syndicales nous avaient exigé, pour signer un accord, d'avoir une garantie sur les risques professionnels, sur les troubles musculo-squelettiques, sur finalement... Ils voulaient éviter que les gens travaillent sur leur canapé avec l'ordinateur portable sur les genoux. Et d'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur portable pour chacun des salariés. Aujourd'hui, évidemment, c'est le cas. Mais il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. On était sur des postes fixes installés à domicile avec du coup un bureau qui était mis à disposition. C'était effroyable de lourdeur en mise en œuvre et évidemment on a modernisé ça petit à petit parce que on n'est pas Conforama et que les services de livraison qui en plus posaient des tas de difficultés organisationnelles évidemment se sont un peu affaiblis, heureusement. Mais sur les tout premiers tests qu'on avait fait, on avait même mis à disposition les box, parce qu'il faut savoir que les box internet, à l'époque, dans notre écosystème et parmi les salariés, étaient largement pas démocratisés. C'est-à-dire qu'on avait quand même pas mal de salariés qui aspiraient à travailler de chez eux, mais qui n'avaient pas de box internet. Il n'y avait pas de box internet en 2014, ok. Je sais pas... Free n'était pas encore déployé partout. Il n'a pas encore pété le marché, peut-être. Exactement. C'est marrant. Et du coup, ça a l'air énorme comme ça, un sujet qui était pas connu, où vous êtes vous êtes carrément précurseur, avec dans un contexte qui était différent, où il fallait amener des box et des bureaux, etc. C'était que la direction RH qui gérait ça, ou vous avez géré ça comment, avec quel bras, avec Non, on a géré ça en collectif avec la direction des infrastructures et de la logistique qui nous appuyait sur les dimensions mobilier, la direction informatique évidemment sur les questions de sécurisation de connexion, parce que faut savoir que offrir du télétravail dans un service public, ça impose aussi de mettre en place un certain nombre de verrous de sécurisation, parce que il s'agit pas de faire circuler des dossiers d'assurés français sous le bras, donc clairement, y compris alors. Oui, c'était très papier en plus. Premier temps, il fallait que les salariés préparent leur journée de télétravail, et avec toute une phase de numérisation des dossiers la veille de leur journée de télétravail. Évidemment, tout ça a considérablement changé depuis. Mais donc 2014, premier accord. 2015, comme on avait écarté, et vraiment à l'époque c'était une vraie conviction que j'avais, de ne pas embarquer les managers dans le télétravail, considérant que le métier de manager il s'exerçait sur le terrain auprès des équipes. Dès lors que évidemment le télétravail était à l'époque un jour par semaine, avec des vagues de déploiement de 100 salariés par an, donc on y allait typologie très de profil qui était on y allait aussi avec les directions qui avaient envie d'y aller. Okay. Et à l'époque, il y avait quand même pas mal de directions qui voulaient pas y aller. Tout le monde n'était pas encore convaincu. Donc on s'est dit, on va y aller sans forcer les choses, parce que sinon on va mal faire. Et puis surtout, on l'a déjà beaucoup accompagné. On a cette culture de l'accompagnement, c'est-à-dire que dès le démarrage, on avait des formations qui étaient exigé pour les managers de télétravailleurs, pour les télétravailleurs eux-mêmes. Il y avait un système d'évaluation de l'autonomie du télétravailleur, autonomie dans son emploi, autonomie dans son équipe, autonomie technique, c'est-à-dire évidemment la capacité à gérer un problème technique à distance, etc. Donc on avait mis en place des grilles, donc tout ça a été très très sécure. 2015, j'embarque les managers à travers un dispositif qu'on avait baptisé à l'époque, toujours dans le cadre du dialogue social, souplesse organisationnelle. 2015 qui octroyait à tous les managers qui le souhaitaient un volant de jour dans l'année où ils pouvaient travailler d'où ils voulaient, avec un système déjà beaucoup moins lourd puisqu'ils étaient équipés en ordinateur portable. Ils n'avaient pas besoin d'avoir un mobilier, d'avoir une évaluation lourde, etc. Ils avaient une vingtaine de jours dans l'année où ils pouvaient être à distance. Et d'ailleurs la petite intuition qu'on avait, maintenant ça paraît, c'est tombé complètement en désuétude, mais c'est qu'à l'époque on disait, pendant cette journée-là, l'idéal c'est que le manager soit un peu déconnecté, parce qu'on considérait que cette souplesse organisationnelle, elle visait à retrouver du temps de cerveau pour que il puisse travailler sur des travaux de fond, l'élaboration d'un compte rendu, stratégie, d'une synthèse, d'un plan d'action, que sais-je.
Et je dirais que maintenant, je me dis encore plus que c'était pas idiot parce que on aurait peut-être vocation à relancer efficacement ce genre d'initiative. Parce que bien évidemment, maintenant les choses ont changé. Je vais un peu en vitesse accélérée sur le télétravail, comme ça on peut clôturer ce sujet. Mais 2015, donc souplesse organisationnelle. Après, on a revisité en 2018 notre accord. On a été un peu au-delà. On a commencé à considérer que le télétravail c'était jusqu'à 2 jours et demi par semaine. On s'apprêtait à fusionner avec le RSI, le régime social des indépendants, qui traite toute la protection, qui traitait toute la protection sociale des travailleurs indépendants, artisans, commerçants, qui allait nous rejoindre puisqu'il y a eu un projet gouvernemental de fusion. Et eux avaient accès un peu plus que nous. Ils avaient été plus vite dans le déploiement et dans le lâcher prise. Donc on s'apprêtait à intégrer des salariés qui avaient quand même plus accès que nous au télétravail. Donc on a commencé à accélérer les on va dire les vagues de déploiement. Et puis là, la crise sanitaire est arrivée, en même temps d'ailleurs que la fusion RSI. On avait fait un test déjà à très grande échelle d'un télétravail généralisé pendant les grandes grèves de fin 2019 qui avaient quand même paralysé l'Île-de-France, les lignes de métro RER, qui étaient etc. coupées. Donc on avait pu déjà tester, notamment avec du BYOD, c'est-à-dire vraiment connexion avec le matériel. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu celui-là. Bah donc, oui. BYOD, c'est Bring Your Own Device. Exactement. Donc avec le matériel des salariés, parce que pour le coup on n'avait pas encore à disposition des ordinateurs portables pour tout le monde. On avait fait un test et on savait pas à quel point ce test allait nous être utile, y compris pour soutenir les réseaux qui allaient être nécessaires pour mettre tout le monde en distanciel quelques mois plus tard. Et en mars, c'est arrivé, on a sauté dans le grand bain. Et là, on s'est mis à faire du distanciel pour tout le monde. Et on a tenu le service public pendant toutes les phases quand même de confinement, ce qui était quand même quelque chose de. On a frôlé la catastrophe en France comme dans le monde entier finalement, parce que si on n'avait pas été capable de résister finalement à ces vagues-là, ça aurait été extrêmement compliqué. 2021, on a revisité notre accord qui était devenu complètement obsolète. Et là, pour le coup, on a renversé les paradigmes, c'est-à-dire qu'on a considéré que le télétravail, c'était plus après évaluation, sur décision managériale, mais c'était une confiance décrétée a priori dès l'embauche et à l'issue d'une période d'adaptation, chacun des nouveaux collaborateurs, nouvelles collaboratrices accède aujourd'hui au télétravail. Et on va dire que la réversibilité existe, mais ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire que maintenant, si on considère que finalement le salarié n'est pas fait pour le télétravail, on lui dit a posteriori. Ok. Et c'est comme ça que aujourd'hui, entre avant la crise, après la crise, on est passé d'un 35% de télétravail à la CNAV, 50% mixé avec la souplesse organisationnelle, 15% sur le territoire national avant crise sanitaire et 1 jour par semaine pour l'immense majorité des télétravailleurs, à aujourd'hui 90% de télétravail, Ah ouais. Ok. 2 jours à 3 jours par semaine pour tout le monde. J'ai revisité une dernière fois l'accord en 2023 pour simplifier quelques règles de gestion, parce qu'on avait beaucoup personnalisé ce télétravail avec des exceptions qui étaient liées à des situations particulières, le handicap, l'aidance, les parents d'enfants de moins de 3 ans, les seniors de plus de 60 ans, 59 aujourd'hui. On a renégocié ça. Des gens qui bénéficient d'une formule plus figée à 3 jours par semaine. Maintenant, on essaye de moins rentrer dans la finesse et on a 2 formules. Une à 100 jours par an pour l'immense majorité des salariés, et puis une autre, par exception, à 3 jours par semaine pour des emplois qui permettent d'avoir ce rythme-là et qui couvrent finalement les situations spécifiques qu'on essaye de couvrir via ce dispositif. Et juste Allez, avant, allez. je pense que ça vaut le coup que tu mettes ton micro en face de Jérôme, parce que tu... Je tourne toujours ma tête pour être sûr Ouais. qu'on ne loupe rien. Qu'on ne loupe. Ok. Pour être sûr, vraiment. Merci Ulysse. Je t'en prie. J'allais dire, aujourd'hui, on voit que les boîtes tech, notamment américaines, reviennent en arrière sur ce sujet de télétravail et poussent un retour au bureau. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'en pense que c'est les grosses boîtes de tech américaines, c'est-à-dire que
Elle procède par grands mouvements de balancier. On a mis un grand coup de balancier sur le full remote au moment de la crise. On l'a fait durer. Les géants de la tech sont restés très longtemps sur du full remote. Je ne crois pas du tout à l'efficacité du full remote, sauf pour des boîtes qui sont nativement virtuelles, qui n'ont jamais eu de locaux, qui n'ont jamais eu de bureaux. En tout cas, à l'échelle de 3500, toi, t'y crois pas? Pas du tout. Okay. Non. Et d'ailleurs, on a dû le pratiquer. On a dû le pratiquer par la force des choses, notamment pour des mesures de protection. Vous savez, pour les personnes qui étaient immunodépressives, elles bénéficiaient d'un décret qui garantissait une mise à l'abri, notamment protection contre le virus Covid-19. Et du coup, on a eu des gens qui ont eu pendant 2 à 3 ans une protection avec du 100% télétravail. Moi, j'ai 100% d'échecs sur ces situations-là. C'est-à-dire de la désinsertion professionnelle, de l'isolement, des gens qui sont qui ont développé bien d'autres pathologies, le syndrome de la cabane, des tas de choses comme ça. Sans compter ce que disent les médecins aussi sur l'isolement, rester chez soi et ne pas bouger de son fauteuil. Enfin, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Donc, ça demande une discipline personnelle, le full remote, qu'il faut bien avoir en tête. Et il faut surtout pas croire que c'est la solution. Donc, non, ça fonctionne pas. Et je pense que les boîtes qui sont en train de paniquer, parce que c'est un peu ça, et de faire revenir tout le monde sur site, sont des entreprises qui n'ont pas conscientisé en fait que le télétravail c'est pas simplement un espèce de petit levier comme ça qu'on utilise pour lutter contre les crises. C'est une vraie organisation de travail. Et qu'on peut pas jouer avec ça de manière aussi brutale, sans perdre sans qu'il y ait une perte de sens manifeste. Sans conséquence, Et donc je ne pense pas que ce soit évidemment la bonne solution que de pousser le levier dans un sens, de le repousser dans un autre en disant on a été trop loin, on va installer un barbecue, vous allez voir, on va être content de se revoir. Ça ne fonctionnera pas. Et c'est bien pour ça qu'il faut réfléchir ces questions d'organisation hybride. Et il faut pas comme ça prendre des décisions de manière hyper brutale d'un seul coup. Après, il y a parfois des idées cachées derrière le retour sur site, c'est-à-dire que ça peut pousser dehors toute une série et tout un volume de salariés. J'ai le sentiment que ça fait partie de la stratégie de revenez tous et que comme ça fait des plans de départ. Ça évite un PSE potentiellement. Ça peut éviter un PSE. Moi là, je connais pas, je vais pas donner de nom d'entreprise, clairement pas. Mais je vois bien que. D'ailleurs, en France, le mouvement est plus timide. Il y a des envies, il y a des réflexions, mais il y a encore assez peu d'entreprises qui font machine arrière de manière extrêmement brutale. Parfois, on rééquilibre. Et ça, c'est normal qu'il y ait un peu de tâtonnement. Pour des entreprises qui sont allées très loin avec de la majorité à distance, majorité des jours dans la semaine à distance, qu'on remette un coup d'équilibrage vers du moitié-moitié ou vers du 2 jours par semaine seulement à distance, ça fait partie on va dire de la santé des entreprises et de la réflexion à conduire. Nous, on a toujours été prudents, donc ça veut dire qu'on n'a jamais été trop loin. Certains sont allés plus loin que nous et reviennent. Nous, on considère aujourd'hui qu'on a un système qui nécessite encore de diagnostiquer, de réfléchir, d'accompagner, notamment pour réinventer le travail en présentiel, peut-être plus que le travail à distance d'ailleurs, mais ne nécessite pas un réajustement brutal. Okay. C'est marrant, j'ai le sentiment que tu nous as déjà donné pas mal d'exemples où tu testais. Tu as testé le commissariat de police un soir à Paris, tu as testé le cabinet d'avocats, tu as testé le télétravail alors que c'était quelque chose... Est-ce que c'est ta manière d'innover, d'aller chercher la bonne solution Est-ce que tu c'est conscientisé ou alors c'est juste une impression de ma part Alors moi, j'ai pas d'idée préconçue sur les choses. On parlera tout à l'heure de la semaine en 4 jours. Je peux pas, moi... me dire ça c'est l'avenir, c'est la bonne décision, c'est la bonne solution.
Et je peux pas dire à mon DG, c'est là qu'il faut qu'on aille, c'est sûr et certain, ça va marcher. Je sais pas faire ça, moi. Tout comme je sais pas dire quel est mon prochain poste et ce que je vais faire après, j'en sais rien. Mais effectivement, je pense qu'il faut tester. Il y a des tas de dirigeants français et notamment aussi des DRH qui m'ont beaucoup amusé parce que je suis dans beaucoup de cercles de DRH qui ont des idées comme ça très arrêtées sur les choses, qui disent ça marche pas parce que ça nuit à la santé, parce que ça nuit au collectif, parce que et ils ont jamais testé, mais ils savent. Moi, je sais pas faire ça. Okay. Je me dis, il faut que on teste des choses et après on en fait des bilans. On en dresse des bilans parce que déjà pouvoir avoir la certitude que ce qu'on va dire est une vérité absolue qui va s'appliquer à n'importe quel type de salarié, n'importe quel type de profil, n'importe quel âge et n'importe quel métier, c'est quand même un peu hasardeux. Mais en plus, le dire et l'assumer de manière comme ça, globale, sans avoir testé, là, pour le coup, c'est du doigt mouillé. Et on reproche déjà beaucoup à la fonction RH de travailler sur des impressions, sur du subjectif, sur parce que c'est une matière molle. Si en plus on fait pas de test, si on n'expérimente pas, si on ne fait pas de bilan, si on reste sur seulement quelques convictions et sur la vista de dire moi je sais que ça va fonctionner. Du coup, tu me tends la perche. Quels sont les autres tests en termes d'initiatives innovantes RH que tu as menées parce que là, on a vraiment couvert de bout en bout le télétravail. Mais quoi d'autre ? Qu'est-ce que tu as fait d'autre ? La logique finalement qu'on a eue, et je dis on parce que vraiment je travaille pas tout seul sur ces sujets-là, et le télétravail a été peut-être le premier levier, mais on s'est dit il faut qu'on pour que le service public de la retraite, pour que la CNAF, pour qu'une grosse organisation très historiquement hiérarchique avec beaucoup de strates, beaucoup de process, arrive à s'assouplir, il faut qu'on développe la flexibilité. Ça, c'était un peu la ligne de conduite. Donc, on a travaillé sur le télétravail. En 2018, on a travaillé sur les horaires. On a rendu les horaires beaucoup plus flexibles. On a mené une grosse négociation avec les partenaires sociaux. Vous allez voir, je vais le dire souvent parce que on parle quasiment plus de dialogue social dans les entreprises. Or, je pense que c'est déterminant de se challenger et de pas être seulement sur sa vision. Il faut aussi confronter ça et avoir, à mon avis, des contradicteurs et d'une certaine manière des gens qui vont représenter d'autres expressions et qui vont aussi pouvoir à un moment donné être assumer une part de la responsabilité de certaines évolutions, de certaines innovations. C'est pour ça qu'il faut surtout pas prendre à son propre compte les innovations sociales. Une innovation sociale, ça ne va émerger que sur la base du dialogue et de la discussion. Ça va pas être un seul mec qui va dire moi je sais où on va et on va aller comme ça. Je pense que l'innovation, elle va émerger parce que il y a eu un dialogue, parce qu'il y a eu une confrontation même. J'ose le terme. Et sur les horaires, il y a eu une confrontation. On n'avait pas négocié sur les horaires variables depuis 1974. Donc on a alors là où il y avait eu un peu d'audace et vraiment le DG c'était tout à son honneur aussi de me suivre là-dessus, c'est que on a dénoncé l'accord de 74, ce qui fait que on avait 1 an pour négocier. Si au bout d'1 an on n'avait pas réussi à trouver un terrain d'entente, tout le monde revenait aux horaires fixes. Parce que le droit prévoit ça, et donc tout le monde serait arrivé le matin à la même heure et serait reparti à la même heure le soir. Okay. Une certaine pression que les partenaires sociaux aiment pas trop, quand on les met devant le fait accompli. L'objectif de dénoncer, c'était pour vous. C'était repartir d'une page blanche et dire maintenant on réinvente un système du 21e siècle. Et donc on a revisité le dispositif, on a introduit du badgeage sur poste, on a revisité des usages aussi qui étaient un peu hors de propos aujourd'hui, et on a mis en place un système qui permet d'avoir des horaires certes selon un cadre très large qui laisse beaucoup de flexibilité avec très peu de plages fixes communes parce que nous on a des métiers quand même fondamentalement différents les uns des autres. On a une très très grande plateforme téléphonique pour renseigner les assurés au téléphone, mais on a des data scientists et des experts IT de très haut niveau qui font pas du tout le même job que celui qui va traiter les dossiers dans une agence retraite, qui ont pas du tout besoin
des mêmes dispositifs de gestion de leur temps. Il n'y a pas des forfaits jours aussi pour certains... Alors, il y a des forfaits jours, je vais y venir aussi, ça fait partie des dispositifs qu'on a revisités, qu'on a ouverts plus largement parce qu'on n'avait pas la culture du forfait jour pour tous nos cadres, à la différence de beaucoup de boîtes privées où finalement, dès qu'on est cadre, on est au forfait. Nous, c'était pas le cas. C'était plutôt les grands chefs qui étaient au forfait et uniquement les grands chefs. Donc là, on a largement ouvert aussi. Maintenant, n'importe quel manager, et ça envoie un signal de confiance et de responsabilisation, puisqu'on ouvre la possibilité à chaque manager et même sur certains cadres experts, qu'ils soient juristes, informaticiens, que sais-je, d'être au forfait. Mais pour l'ensemble de la population des salariés, pour les 140 métiers, on a ouvert un dispositif de gestion des heures qui d'ailleurs a été encore renégocié là il y a quelques semaines et qui finalement laisse un champ des possibles très, très large avec des horaires d'ouverture de 7h à 19h30 et même des possibilités d'aller au-delà. Des plages fixes extrêmement réduites, des possibilités de s'absenter en cours de journée si on a une contrainte administrative, médicale, que sais-je, ce qui laisse quand même un champ des possibles très, très important. Et vous couplez ça effectivement au développement du forfait jour, au développement du télétravail et puis des autres dispositifs comme ça de flexibilité qu'on a pu développer. Et on change progressivement aussi la culture d'un management par le présentéisme, d'un management très à l'ancienne par rapport à cette culture de la présence, des horaires de travail et d'une certaine vision aussi de la productivité qui évolue dans le temps. Et donc il faut travailler sur les deux axes, c'est-à-dire travailler sur le cadre, la manière dont on va définir le terrain de jeu, le périmètre du terrain de jeu, et en même temps voir comment on peut capitaliser là-dessus pour accompagner les managers vers un autre type de management, beaucoup plus tourné vers la responsabilisation, vers un management plus orienté objectif, éviter que ces objectifs soient définis à la journée, à l'instar de ce que je disais en 2014 au moment du télétravail, on définissait les objectifs de la journée et les dossiers à numériser pour le lendemain. Ça, c'est fini. Et puis maintenant, on essaye de guider les managers dans un management qui va être sur de la définition d'objectifs un peu à échéance desserrée, qui laisse de la latitude à un salarié qui n'a pas obligation de faire de manière strictement identique chaque semaine de la même manière, avec ses 39 heures par semaine, ses 20 jours RTT, il va pouvoir articuler les choses différemment. Et là-dedans, on essaye d'intégrer des nouveaux dispositifs comme la semaine en 4 jours qui vient compléter le panel de solutions mises à la disposition. Faut qu'on en parle, je crois. Là. Ouais. On l'a assez teasé. En tout cas, c'est comme ça que tu as permis de faire évoluer les clichés du service public avec des cadres flexibles que tu as testés et éprouvés avec de la donnée qui t'a permis d'itérer dessus et un accompagnement managérial renforcé et musclé, j'ai l'impression. Ouais, très fort. Pour aider au changement de posture. Parce que nos pauvres managers, ils sont quand même à rude épreuve depuis longtemps. Et je pense que la crise sanitaire, l'explosion du télétravail, les nouvelles organisations de travail jouent beaucoup. En sachant que tout ça se percute aussi avec la transformation digitale, le multicanal, les outils collaboratifs et de l'infobésité dans tous les sens, l'explosion des mails, les réunions Teams toute la journée sans délai de couloir, tout ça fait que on a besoin évidemment d'accompagner ce mouvement et de faire réfléchir les managers, de les faire monter en compétence sur tous les nouveaux sujets, les risques de fuite de données, les enjeux maintenant de diversité, d'inclusion, les sujets de santé mentale, toutes ces questions qui apparaissent de manière grandissante dans l'entreprise, essayer de les accompagner durablement sur tout ça. Ok. Et pour revenir ça donc fait un sacré programme. Ouais. Quand tu les cites comme ça, on prend conscience que c'est énorme en fait. Oui, c'est énorme. C'est un travail de fond et dans la durée. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que en 2014, j'aurais jamais pu à ce micro vous dire voilà ce qui va se passer, selon quel cadencement et voilà à quoi on va aboutir.
Pour moi, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que, et je pense que c'est ça la différence entre le changement et la transformation. Le changement, quand on fait évoluer une organisation au sens organigramme, on sait ce qu'on a, on diagnostique et on sait quel est l'organigramme cible. Ça, c'est. Et puis on dit qu'on va faire de l'accompagnement du changement ou de la conduite du changement. Une transformation, c'est prendre des inducteurs, bien les identifier et voir ce qui est en train de bouger finalement dans la société, dans la technologie, dans la manière dont s'organise le travail. Pouvoir engager des actions, des expérimentations, des choses par rapport à ces nouveaux inducteurs, nouvelles attentes de salariés, nouvelles technologies, etc. Mais ne pas savoir quel va être le résultat final. Et l'accepter. Exactement. Ouais. Et accepter ça. Et donc, je pense que sur ce qu'on a pu réaliser, nous, collectivement, au sein de l'assurance retraite, c'est avec la prise de conscience progressive qu'on allait dans un schéma qui allait beaucoup plus personnaliser les organisations. Et ça, par contre, c'est une vraie évolution de paradigme dans la sphère publique, où pour le coup, on aime bien la culture de la norme génère quand même une culture de l'égalité de traitement. Tout le monde a la même enseigne, tout le monde a le même cadre et tout le monde a son numéro d'agent. Et pour le coup, avec une culture du management qui est beaucoup liée à... On prend la norme qui vient d'au-dessus et on la décline de manière très homogène sur nos collaborateurs. Et ça ne demande pas un effort gigantesque. À la culture de l'équité. Et l'équité, c'est commencer à jongler avec des gens qui vont avoir du télétravail, ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont une formule de télétravail annuel, ceux qui ont une formule à la semaine, ceux qui sont aidants, ceux qui sont en situation de handicap. Et ça, c'est le début d'un truc que j'aurais jamais pu formaliser à l'époque, qui est la stratégie d'un management inclusif. La prise en compte de la singularité, pouvoir et aller au bout du bout jusqu'à être capable de décliner des objectifs, y compris chiffrés, à des gens qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas des clones, qui n'ont pas les mêmes capacités, qui n'ont pas les mêmes contraintes, qui n'ont pas les mêmes attentes, etc. C'est ça qui est très dur à l'échelle. Et c'est ça qui est très dur à l'échelle. Et c'est ce vers quoi on essaye d'aller. Ça, c'est les étapes qu'on est en train de vouloir franchir. Et on a déjà fait des progrès considérables. Et notamment, on avait des managers qui ont peut-être plus pris conscience de ça pendant la crise sanitaire, où là, on a vu les inégalités nous apparaître en pleine gueule, je dirais, dans les écrans Teams avec ceux qui étaient sur leur terrasse, dans leur villa, loin de Paris, qui avaient des enfants grands ou pas d'enfants du tout et qui étaient peinards. Il y avait les jeunes parents qui avaient les enfants dans les pattes parce qu'ils n'allaient plus à l'école et qui devaient jongler toute la journée, ce qui était d'ailleurs mon cas, entre la parentalité, le boulot, etc. Et des jeunes qui pouvaient être très isolés chez eux dans un studio à déprimer et à se sentir mal par rapport à une situation d'isolement. Tout ça nous a sauté en pleine figure. Et à tel point que je vais donner un exemple éclairant. Moi, j'ai été conduit, là aussi, une décision qu'on a prise en cellule de crise de l'établissement public, de dire on suspend tout badgeage parce qu'on prend conscience qu'on ne peut pas exiger 8 heures de boulot à chaque personne en confinement de la même manière. Parce que sinon, on va avoir un taux d'absentéisme qui va exploser. Et donc, chacun va faire ce qu'il va pouvoir. Et voilà, certains ont beaucoup travaillé et d'autres beaucoup moins. Et on l'a assumé. Et on a continué. Et on n'a pas mis en place de chômage partiel parce qu'on a considéré que tout le monde ferait ce qu'il pourrait. Comment tu l'expliques à un conseil d'administration ? Je vais même poser la question différemment. J'ai le sentiment que pour toi, ça va être plus simple parce que tu as déjà pu faire ces expérimentations et du coup, tu as la confiance du COMEX, je sais pas si c'est un COMEX d'ailleurs, mais du COMEX sur ces questions un peu sociales. S'il y a un DRH qui nous écoute, qui se dit moi en fait j'ai envie de pouvoir proposer des changements un peu particuliers comme ça, du style
on arrête de badger pour les raisons que tu viens d'expliquer, ou alors on va faire des tentatives. Mais s'il n'y a pas un enjeu business, tu vois, on arrive avec notre casquette de DRH. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre un conseil, un COMEX d'innovation sociale comme ça? Alors, je vais distinguer la gestion de crise de la gestion courante. La gestion de crise, mon DG d'ailleurs a eu presque un blues de la gestion de crise. Il appelait ça le Covid blues parce que en gestion de crise, vous prenez des décisions à très peu nombreux. Vous avez des cellules de crise et vous décidez de manière assez autoritaire tout ce qui va se passer. Et donc, à partir du moment où vous avez votre DG que vous avez convaincu, ou qui d'ailleurs n'a pas besoin de vous, parfois il lui est arrivé d'avoir de très bonnes intuitions sans moi et vraiment sans difficulté, bah ça se mettait en place de manière... là, on se pose pas la question du participatif, parce qu'on n'a pas le temps. Enfin, je veux dire, on est en situation de crise. Donc là, ça... Prendre une décision de suspension du badgeage quand vous savez que la Cour des comptes va pas vous tomber dessus parce qu'elle a quand même elle a conscience qu'on est dans une situation extrêmement extraordinaire, bah ça se passe bien. Le plus dur c'est dans le courant. J'ai fait un dîner il y a peu de temps avec des DRH et j'ai une DRH qui me dit c'est quand même dingue parce que le plus souvent on est peut-être les artisans les plus identifiés de notre capacité à diagnostiquer ce qui se passe dans l'entreprise et à pouvoir mener des transformations importantes. Et pour autant, on va faire plus confiance à un consultant qui arrive complètement de l'extérieur, qui est d'un cabinet prestigieux et qui va dire avec 5 slides comment il faut mener la transformation. Et je sentais une frustration énorme dans son propos parce que elle va être moins écoutée que le cabinet de conseil avec le consultant qui va peut-être d'ailleurs oublier de retirer le logo de la boîte dans laquelle il avait travaillé précédemment et avec le mauvais copier-coller des slides va s'embourber dans la copie conforme. Ça sent le vécu. Ouais, bien sûr, évidemment. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai répondu qu'il fallait pas baisser les bras, c'est-à-dire que je pense que de plus en plus les transformations, et ça pour le coup c'est une vraie conviction que j'ai, elles sont essentiellement humaines. Même quand on parle d'IA ou qu'on parle de très grosses transformations numériques et digitales, le sujet, mais j'en ai discuté d'ailleurs avec Microsoft. Chez Microsoft, ils sont conscients que l'IA, c'est pas un sujet technologique. Il existe le sujet technologique, mais leur sujet de business pour l'avenir, c'est quel va être l'usage. C'est pas quel va être le niveau de maîtrise des développeurs pour pouvoir faire accélérer la compréhension du moteur. Et donc vraiment, je pense que la question de l'humain dans les organisations, dans les transformations, elle est nécessairement centrale, quelle que soit la nature de la transformation à conduire, qu'elle soit organisationnelle, qu'elle soit sur les évolutions des outils, sur l'évolution des métiers, sur les organisations de travail, sur la gestion du temps, sur tout ça. Sur des schémas immobiliers, le nœud du sujet, il est toujours humain. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment les fonctions RH pourraient évoluer pour justement plus porter, plus avoir cette légitimité, ou être plus à l'aise pour la porter, ou quel que soit le souci, mais comment est-ce qu'on pourrait faire que dans 10 ans on se dise en fait on a réussi et c'est plus du tout pareil et voilà ce qu'on a changé par rapport à ce podcast. Ça fait partie des enjeux de transformation interne à la fonction, à la fonction RH. C'est-à-dire qu'il faut que cette fonction RH elle s'outille. Et pour ça il faut qu'elle ait un peu de moyens. Donc déjà première condition, il faut que les DRH qui nous écoutent obtiennent un tout petit peu de moyens pour se sortir le nez du guidon. Parce que pour le coup, moi, je suis confronté et j'écoute beaucoup de DRH qui disent il m'est absolument impossible de sortir le nez du guidon compte tenu
du nombre d'injonctions auxquelles je suis confronté au quotidien. C'est-à-dire le nombre de normes à appliquer, le nombre de commandes à mettre en œuvre, et cet enjeu aussi d'ascenseur à prendre entre l'individuel et le collectif, le stratégique et l'opérationnel. Ça, c'est un truc qu'on fait toute la journée quand on est DRH. Du coup, comment tu fais quand tu es dans cette situation-là pour sortir la tête de l'eau? Déjà, il faut pouvoir se reposer sur une équipe performante, avec un fort niveau de délégation. Donc un DRH, il faut déjà qu'il soit vaut mieux qu'il soit très bon manager, qu'il arrive à animer un collectif, qui peut prendre des décisions, qui peut prendre des responsabilités et en qui le ou la DRH va avoir confiance. Pour se ménager aussi des plages de participation à d'autres éléments que le recrutement, la formation, le CSE et la gestion de la paye, quoi. Parce que s'il fait ça toute la journée, ça fait déjà un bon temps plein, Ouais, clairement. c'est clair. Donc, c'est sûr que ce que je dis là, c'est un peu plus facile, notamment dans les grandes boîtes, que dans les toutes petites. Parce que dans les toutes petites boîtes, quand vous êtes 3 pour couvrir le champ des ressources humaines, faut pas imaginer que vous allez être le transformateur en chef, quoi. Clairement. Parce que vous allez avoir déjà tellement de choses à gérer en figures imposées que les figures libres vont être quand même relativement limitées. Mais c'est là aussi, c'est pas une règle gravée dans le marbre. C'est tout le problème de la fonction RH qui n'est pas productive en chiffre d'affaires, en monnaie sonnante et trébuchante. La fonction RH n'est qu'un centre de coût pour l'entreprise. Et certains patrons, certains conseils d'administration le voient comme ça. Donc il faut réussir à démontrer qu'elle peut apporter autre chose. Il y a quand même une prise de conscience en ce moment. On voit l'absentéisme qui explose, on voit le turnover qui est quand même peu maîtrisé, quand bien même là, ça y est, la situation économique est en train de vaciller un peu, donc on commence à se rassurer un peu dans les entreprises. Beaucoup de burn-out aussi. Mais voilà, la santé dans l'entreprise est quand même aussi, en difficulté. Et donc on voit bien quand même que il nous faut faire confiance à une fonction. Alors je sais pas comment on doit l'appeler, mais quand même une fonction qui est en lien avec tout ça. Et après, il appartient quand même à la fonction RH. Je parlais tout à l'heure de subjectivité, de ressenti, de perception, qui est souvent exprimée par là ou le DRH. Et ça peut ne pas suffire d'exprimer des sentiments. Et je sens que telle équipe va pas bien. Je sens qu'il faudrait faire quelque chose pour sensibiliser sur les risques psychosociaux. Et donc, dans les transformations à porter au niveau des fonctions RH, il y a la transformation de la data. C'est-à-dire donner une culture de la data à notre DRH pour qu'il puisse commencer à objectiver tout ce qu'il raconte. Tu fais très plaisir là. Très plaisir, Jérôme, parce que effectivement, c'est une des compétences qui avait émergé de l'étude où on t'avait interviewé. Quand on avait interviewé 50 DRH, c'était une des compétences clés qui était ressortie, comme quoi l'équipe RH devait la maîtriser. La maîtrise et la gestion de la data. Les trois, c'était analyse de la data, gestion du changement, gestion de projet. C'était les 3 compétences que les DRH avaient envie de développer dans les prochaines années dans leurs équipes, quoi. Pour muscler leur niveau au quotidien. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on a accès à beaucoup d'outils. Nous, on a mis en place en 2018 et on a généralisé en 2020 un baromètre social digital qui nous permet maintenant de faire des mesures d'engagement ou de santé ou de sensibilité à la diversité et l'inclusion ou à l'appréhension du travail hybride. Toutes ces questions-là, on le fait 2 fois par an à l'échelle de toute la France, mais si derrière, on n'est pas en capacité d'exploiter ça, de s'en servir pour de la prise de décision, y compris à l'échelle du guidage des managers de proximité, ça sert à rien. Et d'ailleurs, si ça sert à rien, le taux de participation à ces sondages va s'effondrer. C'est même destructeur, si tu fais. Évidemment. Donc, savoir croiser ça avec de la data plus dure, avec des indicateurs qui couvrent tant le champ de l'absentéisme que la compréhension de ce qui se joue en matière de fidélisation. Quelles sont les durées critiques dans les postes avant démission,
de pouvoir identifier les trous dans la raquette en termes de pyramide des âges. Est-ce qu'on arrive à recruter des jeunes? Est-ce qu'on arrive à recruter et à conserver des seniors? Dans quel type d'emploi? Est-ce que on a des situations critiques dans tel et tel type de métier avec une santé au travail qui peut être plus dégradée qu'à certains autres endroits? Pouvoir croiser le ressenti anonyme avec le ressenti exprimé dans un entretien annuel, pour le coup en face-to-face, manager et collaborateur. Savoir faire ces croisements-là, c'est l'avenir. C'est-à-dire que c'est ça qui va convaincre à un moment donné un COMEX de toute l'utilité de la fonction RH pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Quel va être l'impact de la fermeture d'un site qu'on veut supprimer au regard d'enjeux de sobriété énergétique et de gains économiques? Combien ça va coûter? Combien on va avoir de personnes concernées? Comment on peut les orienter? Quelle cartographie on peut bâtir sur cette typologie de salariés? Il faut que ça aille vite. Si ça prend 3 ans, les dirigeants prennent quand même la décision, hein, mais ils la prennent un peu plus au doigt mouillé. Et du coup, si je lis entre les lignes, ça veut dire que tu as un data scientist dans ton équipe RH? J'ai un pôle data au sein de l'équipe RH. Au sein de l'équipe RH. Ça s'est justement structuré en 2018, au moment où j'ai pris mes fonctions groupe. Et j'ai bien fait parce que 3 mois plus tard, il fallait qu'on produise le premier index égalité femmes-hommes. Ça s'est fait comme ça, dans un claquement de doigts. Il fallait produire de la data à grosse échelle sur des règles quand même que notamment nos entités régionales n'étaient pas toujours en capacité de produire rapidement. Et donc on les a aidés à produire la matrice, etc. Aujourd'hui, il faut qu'on soit prêt à produire n'importe quel type de nouveaux index. L'index senior, par exemple, je serais pas étonné qu'il apparaisse assez vite. Quelques années ou quelques mois. Et pouvoir du coup exploiter ces notions-là dont on sent qu'à titre sociétal, il y a des enjeux qui dépassent même le monde de l'entreprise. Il faut quand même qu'on soit au rendez-vous. De la même manière, la professionnalisation de la conduite des transformations, ça doit pas reposer que sur le DRH ou la DRH. Ça a été un peu ma conviction sur les projets de réorganisation de mes collègues du comité de direction jusqu'en 2018. Je dois reconnaître que c'était souvent moi qui m'y collais. D'ailleurs, mes collègues venaient me voir dans mon bureau et on discutait de leur projet. Je leur disais attention, il faut faire attention à ceci, cela. C'était très artisanal et très risqué aussi, parce que ça reposait sur ma vision personnelle des sujets. On a professionnalisé un pôle de conduite des transformations maintenant dans la direction, qui est tout petit, hein. Ça, c'est une personne essentiellement, et qui nous conduit maintenant à avoir des méthodes qui sont appliquées de manière un peu plus homogène, quelle que soit la nature du projet, et de pouvoir du coup s'appuyer sur une expertise qui se développe de manière exclusive sur ces sujets. Tout en quand même jouant sur les compétences peut-être un peu plus historiques, c'est-à-dire que notre responsable en matière de transformation va, pour un projet, pour une étude, s'appuyer sur des chargés RH qui connaissent bien telle ou telle direction parce qu'elles font la gestion des carrières et la gestion des recrutements, et qui vont prendre une part de leur activité qui sera plus du recrutement, mais une analyse et une conduite de transformation, de réorganisation. Et en plus, ça leur crée des sas d'oxygène qui sont pas anodins quand on est une direction qui recrute 500 personnes par an. C'est un peu industriel quand même, hein. Donc on peut aussi s'essouffler quand on est recruteur à longueur d'année. Donc ça peut être des recruteurs, ça peut être des formateurs, ça peut être des acteurs du dialogue social, des juristes qui vont à un moment donné travailler plus particulièrement sur un projet donné de transformation. Ok. Hyper intéressant.
Vas-y, on a ouvert le chapitre transformation. On a fait un petit teasing en pointillé sur la semaine en 4 jours, mais on va y revenir un peu juste après. Du coup. Vas-y. Moi, j'étais parti sur la semaine en 4 jours, hein. Mais ok, allons-y sur la transformation. Qu'est-ce que ça implique? Donc, tu l'as dit dans ton introduction que tu es DRH, mais que tu avais aussi cette casquette transformation. Pourquoi, qui t'a donné cette casquette? Pourquoi tu l'as mise sur ta tête? Qu'est-ce que ça implique pour ta direction, pour toi aussi Cette casquette, donc, on l'a un peu officialisée en 2018 au moment où on a hybridé cette DRH qui qui était une DRH opérationnelle d'un gros établissement public et qui devenait une DRH hybride, DRH opérationnelle, DRH groupe. Là, c'était vraiment une demande personnelle acceptée par la direction générale de dire on va essayer de professionnaliser cette conduite de transformation sur différents champs. La transformation managériale qu'on avait engagée déjà depuis quelques années et qui se poursuit. Là, on est en train, par exemple, de travailler sur un programme de formation pour essayer de redéfinir la notion de performance, notamment sur le champ alors nous, dans notre jargon, on dit production. Ça paraît étrange pour un service public qui n'est pas dans le secteur industriel. Mais en réalité, un service public aujourd'hui, il fait beaucoup de production. De la production de dossiers, mais de la production quand même. Et donc, depuis 20 ans, se sont beaucoup développées les cultures de multiplication des indicateurs, de déclinaison à la maille de l'individu de ces indicateurs, d'identification par du contrôle de gestion du taux de performance de chacun, etc. Et on trouve aujourd'hui les limites de cet exercice-là qui fait parfois perdre le sens, finalement, d'ailleurs, de l'exhaustivité de la mission, du travail réel, parce qu'un indicateur, ça peut toujours être un peu contestable, et surtout quand on commence à comparer les individus les uns avec les autres, ça devient encore plus contestable parce que on a toute la complexité qui est un peu effacée derrière l'indicateur, et notamment la complexité du travail réel. Donc aujourd'hui, dès lors qu'on a quand même ce souci de fidéliser plus durablement, parce qu'on s'aperçoit qu'une jeune génération ne va pas rester chez nous pendant 40 ans, ça, pour le coup, on l'a bien compris. Mais on voudrait pas non plus qu'elle reste moins de 3 ans dès lors qu'on met 1 an à la former, parce qu'il n'y a pas d'école qui forme à la retraite en France, évidemment, et qu'on est obligé d'internaliser complètement, dans le cadre d'une entreprise apprenante, tous nos cœurs de métier. On a besoin de fidéliser un certain temps pour rentrer quand même dans notre investissement du recrutement et de la formation. Et donc, pour ça, il faut qu'on arrive quand même à faire en sorte que les managers aient en tête que ils ne doivent pas être que dans le court terme, ils ne doivent pas être que dans le chiffré, ils ne doivent pas être que dans la performance individuelle, mais on va ouvrir un peu les chakras de la performance sociale, comment on l'intègre dans le management au quotidien, etc. Ça, c'est un vrai exemple, je trouve, de transformation managériale. On a mené bien d'autres étapes antérieures, notamment la refonte complète de notre dispositif d'évaluation. On a travaillé sur le baromètre que j'évoquais tout à l'heure. On a travaillé sur tout ça. Et maintenant, on essaye de remettre un chapeau et de la cohérence finalement dans toutes les actions qu'on a pu mener. Donc la transformation, c'est effectivement une conviction au départ et la garantie qu'on essaye de donner à nos clients internes qu'on doit être en capacité de les accompagner sur n'importe quel type de projet, d'évolution, que ce soit un projet d'évolution d'un métier, que ce soit un projet d'évolution d'implémentation d'une nouvelle technologie, que ce soit un projet immobilier, que sais-je, à dimension humaine forte, de pouvoir analyser avec eux et parfois conduire très directement toute une série d'actions qui vont permettre de faire en sorte que les choses se passent bien, y compris évidemment jusqu'au dialogue social, puisque on a aussi une somme d'obligations, de consultation, du CSE, d'association des parties prenantes, etc. Et donc on essaye de démontrer au quotidien que la fonction RH est un peu au cœur de tout ça et a un rôle déterminant à jouer, et pas seulement la préparation du dossier CSE et le plan de formation derrière. C'est-à-dire derrière être capable quand même de conseiller. C'est pour ça que je parlais de ma responsable
de la transformation qui a elle-même été formée à un vrai poste de consultant en transformation. C'est-à-dire, c'est la personne dont tu parlais tout à l'heure qui fait la sorte de gestion de projet, gestion du changement. En sachant que il y a quelqu'un entre nous deux qui est directrice du développement et de la transformation RH, qui est d'ailleurs une ancienne consultante et qui, elle aussi, a une casquette transformation très marquée sur toute une série de questions, y compris des questions très sociétales. Je lui ai confié, par exemple, le gros sujet de la diversité et de l'inclusion. Pour moi, ça, c'est une transformation. Parce que conduire un chantier de diversité et d'inclusion, c'est de la transformation managériale, c'est de la transformation culturelle, c'est de l'accompagnement à tous les niveaux, y compris jusqu'au cadre dirigeant. C'est de la transformation RH interne dans nos process. C'est de la transformation en communication. C'est de l'écriture inclusive, ça sort beaucoup de sujets et c'est du juridique parce que ça va ouvrir la parole, on va sortir des questions de discrimination, on va identifier des salariés qui sont en agissement sexiste permanent, homophobie, grossophobie, etc. Et donc il va falloir gérer cet afflux de situations individuelles et collectives. Et donc c'est une vraie transformation en soi, sauf si on est dans l'affichage en communication et qu'on fait un peu de washing D&I comme ça arrive. Comme ça peut arriver. C'est comme ça peut arriver. Il a failli déraper, on l'a fait ça. Mais ok, et du coup, quand tu m'en parles sur ce sujet D&I, encore une fois, ça me paraît être un projet extrêmement costaud. Il est quelle heure? Juste pour voir, c'est bon, on a encore une vingtaine de minutes. On a encore 20 minutes pile en fait. Ok, donc... C'est maintenant 4 jours. Ouais, on va en parler. On va arriver juste après. Une dernière question là-dessus et après on va aller sur la semaine de 4 jours. On aura teasé toute la... Ah ouais, non, c'est clair. Il faut en parler. Donc, dernière question là-dessus. C'est des sujets qui sont très costauds. Tu parlais d'accompagner le COMEX, accompagner la fonction RH, accompagner les process, les managers, etc. T'as aussi dit qu'il y avait, t'avais une personne qui était en charge de la transformation de manière opérationnelle, enfin en tout cas qui avait vraiment la casquette opérationnelle de transformation. Est-ce que vous avez un modèle, par exemple sur le sujet d'E&I, c'est quoi votre organisation projet pour quelque chose comme ça? Est-ce que t'as quelqu'un qui est tout seul J'ai créé une fonction de référente d'E&I, qui est aussi la référente sexisme, qui est la référente handicap, donc qui cumule aussi des casquettes un peu plus précises, mais qui est globalement notre interlocutrice. Et qui travaille avec la directrice transformation sur ces sujets. Donc ils sont 2 opérationnellement pour mener tout ça, ou il y a aussi en satellite des gens... Il y a forcément beaucoup de gens en satellite. Etc. Mais oui, après on va avoir des ressources, et pas seulement RH, en communication par exemple. On a la communication qui est très embarquée, on a mis en place une mini-série par exemple sur la diversité et l'inclusion. C'est pas la dernière série Netflix, mais on a une mini-série où on a mis en scène à partir de scénarios qui ont été coélaborés avec des salariés. C'est ça qui est intéressant. Je vais passer. Donc qui ont été élaborés par les salariés avec en plus contribution de salariés au tournage et à partir de scènes vécues chez nous. On n'a pas été les prendre ailleurs. On essaye de créer des prises de conscience sur des propos qui sont pas appropriés, qui sont plus appropriés au XXIe siècle, et qui touchent de la discrimination liée à l'âge, de la discrimination liée à l'orientation sexuelle, de la discrimination liée à l'apparence physique, aux origines sociales, ethniques, etc. Pour que on ne soit pas que sur sur du punitif, parce que ça c'est moi qui le gère. Tout le volet compliqué, difficile, où on n'est plus dans la prévention, on est dans la répression. J'en gère aussi, et malheureusement on est obligé de passer par là parce qu'on a affiché une tolérance zéro. Donc derrière il faut la faire respecter. Et en ce moment, malheureusement, forcément, comme on a libéré la parole, on est un tout petit peu exposé. Donc non, c'est jamais une personne toute seule. Il n'y a pas une personne toute seule qui travaille sur la transformation, une personne toute seule qui travaille sur la diversité et l'inclusion. On a mis en place un copil sur la diversité et l'inclusion avec des acteurs de différents horizons.
où on essaye aussi de travailler sur la base par exemple d'un diagnostic très large qui a été mené auprès de tous les salariés et des focus group thématiques qui ont été conduits avec des salariés intéressés ou plus sensibles à la question LGBTQIA+, ou sur la question handicap ou sur la question du sexisme, etc. Vous avez un réflexe de mettre sur un projet les moyens en face. Ça, c'est quelque chose, quand on lance un projet, tu le lances pas tant que tu t'assures pas d'avoir l'équipe, ou il y a un réflexe comme ça Alors déjà, je le lance pas sans m'assurer qu'il y a un sponsoring fort. Alors là, diversité et inclusion, on l'a mis carrément dans notre contrat entre l'État et nous. Donc on en a fait un sujet emblématique puisqu'il est dans notre convention d'objectifs et de gestion de service public. C'est un des rares sujets RH qui est vraiment dans le dur de notre contrat avec l'État. Donc ça, c'est très marqué. D'autres, il faut que je m'assure quand même du sponsoring, direction générale, Comex, Codir. Mais franchement, ça vient assez naturellement si on a les bons arguments. Si on arrive avec en plus un peu de data sur tel ou tel constat qui est réalisé. Ok. J'ai encore 1000 questions, mais il faut qu'on aborde la semaine de 4 jours, parce que vraiment, c'est quelque chose qui nous a interpellés. En 4 jours, alors. Explique-nous déjà la différence entre 2-4 jours et 4 jours. Alors, la semaine de 4 jours, c'est la diminution de la durée hebdomadaire de travail. C'est la semaine qui passe à 32 heures par semaine, répartie sur 4 jours, donc 8 heures par jour pendant 4 jours. Ça, c'est la semaine de 4 jours. C'est la situation la plus emblématique. LDLC, Laurent de la Clergerie, qui d'ailleurs est devenu un ambassadeur de la semaine de 4 jours, et qui a mis ça en place dans son entreprise, et il en est ravi et le premier ambassadeur. Nous, on peut pas faire ça. Service public, on a une durée hebdomadaire du travail qui est la durée légale du travail, et il n'est pas question, et pour le coup, il n'y a pas d'expérimentation autorisée par l'État de diminuer la durée du travail. Sinon, on passe au temps partiel. Donc, on a, nous, testé, et on a été effectivement parmi les premiers, et je vais vous expliquer pourquoi on l'a fait, de tester la semaine en 4 jours, c'est-à-dire dans la mécanique de personnalisation des organisations de travail, se dire on va proposer une autre formule qui se décline d'ailleurs en semaine en 4 jours sur 35 heures, donc 35 heures réparties sur 4 jours, ou 37 heures. Ça tombe pas pile tout ça, hein. Non, ça tombe pas pile, et après on joue sur les RTT, c'est-à-dire que nous on est dans un écosystème qui est plutôt bien généreux sur les congés et les RTT. On a 39 heures, 20 jours RTT. 20 jours RTT. Donc voilà, ça fait rêver quand même quelque peu. Beaucoup. Et donc, en grignotant sur ces RTT, finalement, on arrive à faire rentrer la semaine. Ouais, malin. La semaine en 4 jours sur 35 heures. Ce qui fait pas des journées hallucinantes. Parce que 35 heures finalement sur 4 jours, ça fait des journées de moins de 9 heures, 8h45. Et donc pour beaucoup de cadres notamment, c'est quand même assez courant de faire un tout petit peu plus de 8 heures dans la journée. 37 heures, ça commence à être un peu plus exigeant. C'est 9h15 par jour, mais vous gardez 8 jours RTT dans l'année, donc c'est pas mal. Parce que vous avez de plus en pause par semaine. Exactement. Ça, alors pourquoi on l'a fait ? En fait, c'est un constat. Quelle année ? Donc ça, on a négocié l'accord en 2022. Ok. Et on a mis en place en 2023. Janvier ou février. L'expérimentation a commencé en 2023. Ouais, exactement. Okay. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On est sorti de crise. Je vous ai dit 2021, on renégocie le télétravail, on ouvre largement. Sauf que comme beaucoup de boîtes françaises, et nous encore, on a une immense majorité de métiers télétravaillables, on a aussi des métiers non télétravaillables. Par exemple, les personnes qui vont numériser nos courriers sur des grosses machines OPEX qui vont alimenter d'ailleurs en activité tous nos salariés. Eux, ils étaient un peu les héros de la crise parce qu'ils venaient tous les jours sur site pour faire de la numérisation de masse, de la reconnaissance, du typage, de l'indexation, etc. Et donc, ça, plus tout un volet d'autres activités qui ont quand même au moins une partie d'exigence de travail sur site et qui du coup ne peuvent pas se voir appliquer dans les mêmes conditions que les autres l'accord télétravail. On s'est dit, ceux-là, ils sont quand même les grands perdants de l'évolution du monde du travail. On revient à l'équité dont tu parlais tout à l'heure. Exactement, on revient à l'équité. Et en plus,
En sortie de confinement, ils se sont pris les pénuries de carburant à la pompe, les problèmes de transport. Ils ont pris quand même beaucoup de difficultés qui se sont accumulées. Et par ailleurs, c'est pas forcément nos plus hauts salaires, très clairement. Donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième, c'est que fin 2021, les salariés français, en tout cas moi c'est l'image que j'en ai reçue, ont pris quand même un deuxième coup sur la tête. C'est-à-dire il y a eu un effet grande fatigue de tout ça. Je sais pas si vous l'avez perçu de votre côté, mais vraiment on a eu un vrai coup au moral. Et on a eu d'ailleurs un climat social relativement tendu à ce moment-là. Et donc on a voulu prendre les devants. Et je me rappelle qu'on avait fait d'ailleurs la proposition à ce moment-là au pouvoir public qui était, en tout cas nos interlocuteurs étaient un peu restés médusés. Et là vraiment chapeau à mon DG qui avait osé porter aussi avec moi le sujet et qui avait courageusement affiché ça comme une conviction personnelle. L'idée elle est venue d'où, de lui, de toi? Alors c'était une proposition que je lui ai faite parce qu'il m'avait demandé qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur la table dans un panel de propositions et pour le coup très vite il a dit banco et donc il m'a donné mandat pour négocier ça avec les partenaires sociaux avec cette intuition de départ de dire on va proposer autre chose à une autre population et donc on va donner une priorité aux métiers très faiblement télétravaillables. C'est comme ça qu'on a présenté le contour de la négociation. C'est quel propos? Ça fait combien de personnes? Ça, c'était plutôt faible. C'était 10%, quoi. 15%. Ça fait 400 personnes. Ah oui, ça fait non, quand mais même, c'est pas rien. C'est pas rien. Mais au fil de la discussion, finalement, alors il y a eu de l'enthousiasme très nuancé. Certains étaient très contents côté organisation syndicale. Je me rappelle d'une interlocutrice qui m'a dit ça fait 20 ans que j'attends ça, et d'autres au contraire très rétifs. Et notamment avec certaines organisations qui ont une position très dure, enfin très arrêtée en tout cas, sur la semaine en 4 jours, qui veulent impérativement la semaine de 4 jours. Et qui auraient été enthousiastes pour la semaine de 4 jours, mais moins pour la semaine en 4 jours, et notamment sur les risques évidents de concentration de la semaine de travail sur 4 jours, qui fait beaucoup débat encore aujourd'hui, clairement. Mais on s'est dit, pourquoi ne pas le tenter? Alors après, on l'a fait façon service public, sécurisé aussi. On s'est dit, on n'a pas toutes les compétences pour analyser tous les impacts, pour le coup, les impacts cognitifs, les impacts fatigue, les impacts sur la vie familiale, les impacts. Donc, on a travaillé avec des chercheurs en neurosciences qui nous ont accompagnés sur la période expérimentale de manière très assidue, avec des entretiens individuels avec chaque testeur. C'est pour ça qu'on a commencé avec un tout petit panel de salariés de 20 personnes. Ok. Et puis là, progressivement, depuis la fin de l'année 2023, on élargit petit à petit. Là, on est déjà à plus de 70. Et puis là, on vient de réouvrir une campagne d'adhésion à la semaine en 4 jours. Puis on compte beaucoup sur le bouche à oreille pour que les choses se développent. En sachant que maintenant, on dit... Alors, il y a toujours une priorité affichée aux métiers faiblement télétravaillables, mais on s'est dit, finalement, ça peut être aussi un argument pour des métiers éventuellement pénuriques, sur lesquels on est très fortement en concurrence, et notamment dans l'IT, par exemple. Il y a eu une professionnelle que j'ai en tête, qu'on a recrutée grâce à ça. Elle avait 2 offres, elle a choisi la CNAV parce que il y avait la semaine en 4 jours. Et donc, maintenant, on veut en faire un argument marque employeur. Alors ça, c'était avant que Gabriel Attal, quand il était Premier ministre, a affiché qu'il voulait développer ça pour l'ensemble de la sphère publique. Il était d'ailleurs venu en visite chez nous pour interroger lui-même des expérimentateurs. Okay. On a fait une petite table ronde improvisée, sympa, qui était vraiment agréable. Et maintenant, évidemment, on n'est plus tout seul parce que il y a la métropole de Lyon qui s'est lancée. Il y a des collectivités territoriales qui sont en train d'expérimenter. Il y a à chaque fois un hôpital, en 4 jours. Toujours en 4 jours. De toute façon, c'est quand même le schéma majoritaire en France. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un sujet qui m'intéresse évidemment beaucoup. On voit qu'il y a quelques boîtes emblématiques qui sont sur la semaine de 4 jours. Et là, il y a différents types de boîtes. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui, à mon avis, sont sur un scoring du temps de travail quand même relativement limité, c'est-à-dire avec beaucoup de cadres au forfait.
Donc là, c'est quand on affiche la semaine de 4 jours, on se dit de combien ça va réduire. On sait pas trop. Parce que j'imagine vos semaines à vous. Même quand vous dites que vous êtes off, vous n'êtes pas vraiment off. Il y a toujours un peu de travail gris. Ouais, toi aussi, j'imagine. Moi aussi. Mais c'est d'ailleurs pour ça que je suis pas à 4 jours. J'aimerais bien passer à 5 déjà. Voir le gris de ton pull. Ouais. Donc il y a évidemment du gris dans des métiers qui sont exigeants, etc. Et donc je pense que on n'est pas si éloigné. Vous me demandiez la différence entre le en 4 jours ou 2-4 jours. Pour des métiers qui sont vraiment minutés, des métiers, et chez LDLC, il y en a, des gens qui sont dans des entrepôts et qui mettent des ordinateurs dans des cartons, clairement, pour le coup, ils voient la différence entre 32 heures et 35 heures, de toute évidence. Mais pour des métiers du tertiaire, des métiers plus difficile à minuter, à scorer à la tâche, là pour le coup, je pense que il y a un peu plus matière à débattre, parce que finalement nous on s'assure, et c'est peut-être ce qui nous distingue, que le 5e jour les gens ne travaillent pas vraiment, se connectent pas. Exactement. Tu vérifies ça. En tout cas, c'est des questions qu'on leur pose régulièrement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune incitation à faire travailler les gens le 5e jour. Tu exprimes le ressenti que ça marche ? Oui. Sur quelles données tu te bases derrière pour... Sur du questionnaire. Sur du questionnaire. À la limite, on préfère que les gens abandonnent l'expérimentation. Parce que c'est du volontariat à chaque fois. Oui, on fait ça sur du volontariat. Et d'un point de vue productivité, production, les questions qu'on vont se poser aussi à un conseil d'administration. Eh ben, plutôt en hausse, au moins en stabilisation, voire en légère hausse. Ok. Alors après, quelle est la part de la mise en lumière aussi, des expérimentateurs qui ont envie que ça marche. Ouais. Donc du coup, forcément, l'engagement est là. Tu vois ce que tu veux voir aussi. Certains ont témoigné dans des grands journaux. Il y en a qui sont passés à la télé. Donc forcément, il y a une euphorie autour du dispositif. En tout cas, c'était le cas en 2023 quand on a démarré. Aujourd'hui, ça y est, il y a une petite démocratisation. Timide quand même. Ouais, c'est léger. On en parle plus qu'il n'y en a en réalité. Mais pour le coup, il commence à y avoir un frémissement. Après, de là, ce qui est terrible en France, c'est qu'on pense tout de suite passage à l'échelle. On n'arrive pas à envisager qu'il y a des formules. D'ailleurs, nous, on a beaucoup entendu les journalistes dire à la CNAF, ça marche pas parce qu'on a démarré avec 20 personnes. Nous, on était contents de démarrer avec 20 personnes. On s'était même fixé une barrière à 100 qu'on voulait absolument pas dépasser pour s'éviter justement d'avoir quelque chose qui mette à terre tout un volant de... Et que tu maîtrises plus. Ouais. Et surtout, la semaine en 4 jours, ça nécessite quand même des grosses réflexions organisationnelles. Que ce soit sur la densification informationnelle, c'est-à-dire que la réception des mails que 4 jours sur 5, l'organisation des réunions, la présence utile aux réunions, ça réinterroge ces questions-là. C'est hyper intéressant parce que, pour le coup, on n'a même pas besoin de créer l'inducteur. Ça se fait naturellement. C'est-à-dire que c'est les expérimentateurs eux-mêmes qui sont, et ça on l'a appris grâce au dialogue et au bilan avec les neuroscientifiques, c'est qu'ils se réinterrogent eux-mêmes sur leur présence utile aux réunions. Et donc ça imprime là encore un nouveau modèle d'organisation du travail, de présence plus utile, de chasse au temps mort, etc. C'est assez marrant parce que nous on a beaucoup étudié la manière dont les GAFA avaient repensé leur politique RH à un moment dans les années 2010, 2015, et notamment à une qui nous a pas mal inspiré, ne serait-ce que parce qu'elle a repensé la RH. C'était Google avec Laszlo Bock qui a eu une nouvelle façon de penser les RH, et il a créé lui une équipe RH Transfo qui s'appelle PeopleOps, et il mettait aussi 30% d'experts. Tu nous as dit que tu avais ramené des personnes qui allaient analyser les comportements, je sais plus c'était quoi le terme, neurosciences, des spécialistes en neurosciences, et ça ils avaient fait des expérimentations à l'époque, et on s'était dit mais c'est absolument génial, et puis c'est vraiment novateur. On l'a très très peu vu en France, même du coup 15 ans plus tard. Et du coup, moi, j'ai pas le sentiment que t'as vraiment une approche
où tu prônes la sécurité. T'as plutôt une approche très analytique et très moderne en fait, où tu travailles par itération. Tu vois, je pense que c'est aussi important, même quand on a préparé ce call, on s'est rendu compte qu'en fait, en tant que service public, t'avais rien envie à certaines fonctions Mais peut-être entreprises du privé qui auraient pu avoir ces réflexes-là, mais qui les ont pas forcément. alors je vais pas parler pour l'ensemble des entreprises privées. Il y a des choses très très bien qui se passent dans les entreprises privées, et d'ailleurs on échange régulièrement. Et puis il y a très belles choses aussi qui se passent dans les entreprises publiques. Là où de toute façon on se perd forcément et on s'expose, c'est quand on caricature les uns et les autres. Moi, j'entendais un ancien patron du MEDEF dire heureusement que le privé apprend le management au secteur public, enfin qui publie une tribune comme ça, c'est effrayant. Comment il peut le savoir, quelle est la culture managériale du public? Oui, ça revient aux avis clivants que tu disais tout à l'heure. Bien sûr. C'est pas objectivé, mais ce qui est sûr, c'est que oui, il faut sortir de la caricature. Le service public a effectivement les moyens aujourd'hui et l'ambition surtout d'essayer de belles choses et de créer des innovations sociales. J'ai même des consultants de mon entourage qui me disent les innovations sociales de demain, elles seront plutôt via le public que via le privé. J'en sais rien, j'ai pas cette prétention. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien que vous ayez en tête que c'est pas que moi. Ça dépasse très très largement ma petite personne. Ouais, bien sûr. Pour respecter ton temps, parce que tu dois partir bientôt. Hyper inspirant en tout cas la partie semaine en 4 jours, ça fait réfléchir. On a des questions de clôture. Je vais te donner je vais commencer des phrases et je vais te laisser les terminer pour moi du tac au tac. Ok ? Première phrase. Aujourd'hui, les équipes RH ont l'opportunité de mieux se faire connaître, de sortir de l'ombre. J'adore. Ok. Demain, les DRH seront des acteurs incontournables déjà, et puis sans doute avec une place un peu moins strapontin dans un comex. C'est bien dit, bon toucher de balle. Le sujet chaud du moment, c'est le sujet chaud du moment, santé mentale. Ok. Mon opinion à contre-courant des autres, c'est que à contre-courant, c'est que la technologie, c'est avant tout une question d'usage. Ok. Et la dernière, ma plus grande leçon dans le monde pro, c'est que ma principale leçon, c'est que on apprend en faisant. Ok, super. Ok, merci Jérôme. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes ou que tu offres le plus à tes proches ? Qui t'a marqué dernièrement ? Oh, il y en a plein et les titres m'échappent. C'est la fin de la semaine. Je sèche là. Bon, je sèche. Tu sèches ? Ouais. Pas le dernier qui t'y dit celui-là ? Si, il y en a un qui me vient et Ça parle de quoi ? Le titre. On le retrouvera, au pire on pourra le mettre dans les notes. C'est mince. Comment il s'appelle ce philosophe qui d'ailleurs était encore interviewé dans le cadre. Attendez, je vais le retrouver. Sur ChatGPT. Une question pour un champion. Mais oui, je suis fatigué parce que en plus je ne connais que lui, mais bon, je vous le retrouverai. Ouais, tu me diras. Vous pourrez le mettre en commentaire. Qu'est-ce qui fait que ce livre il t'a marqué ? Voilà, ça y est, les vertus de l'échec. Ok. Les vertus de l'échec. Je trouve que ça va très bien avec ce que je vous ai raconté sur le test, sur l'expérimentation. Ça montre que c'est en se plantant qu'on progresse. Charles Pépin. Okay. Ça y est.
Voilà. Les vertus de l'échec, Charles Pépin, facile à lire, mais vraiment inspirant, et qui parle de plein de milieux, y compris le monde sportif, les échecs de tous les sportifs qui ont été, qui leur ont permis évidemment de progresser. Je trouve qu'on a beaucoup appris cette année des Jeux Olympiques, des Paralympiques. Et de la capacité de certaines femmes et certains hommes à dépasser finalement les contraintes parfois considérées comme humaines et de pouvoir se dépasser après parfois avoir vécu le fond du trou, quoi. Vraiment, je crois beaucoup à ça. Ok. Si t'as un conseil que tu pouvais glisser au jeune Jérôme qui sort avec son petit diplôme son grand diplôme même de juriste, qu'est-ce que tu lui glisserais à l'oreille? C'est important de développer sa confiance en soi. Je pense que il faut pas se fixer de barrières. J'aurais jamais imaginé que j'allais avoir ce job-là en sortant avec mon petit diplôme. Donc, je crois qu'il faut y croire et puis se dire qu'on va franchir chaque étape petit à petit et que parfois on va chuter et puis qu'on va se relever et pour le coup ça fonctionne plutôt pas mal. Et c'est les vertus de l'échec. Les vertus de l'échec. Comment est-ce qu'on peut te contacter, Jérôme, si personne veulent... LinkedIn, je suis assez assidu, donc pour le coup, sans problème. Génial. Ok. Merci beaucoup, Jérôme, très chouette échange. Merci à tous les deux. Adoré que ça dure le double de temps. Ouais, c'est clair, c'est presque trop court, mais franchement, c'est super. Tu reviens. Mais qui prend 1h30 aujourd'hui de son temps pour écouter? Il y en a qui prennent podcast. au moins 2 heures. Ah, moi j'écoute 3 heures, 4 heures de podcast. Ouais. C'est encourageant. Ah ouais, non. Non. Tu écoutes le podcast Génération de Futur Self aussi, donc tout à fait. Tu as déjà vécu l'expérience. Tout à fait. Et donc on est hyper ravis. Merci à tous d'avoir tenu jusque là entre guillemets, même si c'était pas très difficile parce que c'était passionnant. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux Think-I-Go, sur LinkedIn et du coup sur toutes les plateformes de podcast, votre plateforme de podcast préférée, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer. Tout ça, n'hésitez pas à ou YouTube si vous voulez voir nos petites têtes. Voilà, c'est ça. À bientôt, ciao. Au revoir. À bientôt.